dp de oméga. Donc c'est la somme k de 0 est intégrale sur oméga x de oméga ckn autant a moins p à la puissance n moins k d lambda k. Alors pour un cas fixé, il y a tous les ensembles qui n'ont pas d'intersection. Dans cette intégrale-là, cette intégrale vaut 0, sauf pour le singleton K. Donc ici, il va rester que. Donc, singleton K, plus de oméga, c'est carré. Et donc, le x c'est le k. Et c'est tout. Donc, on arrive à la formule que vous connaissez ici. Alors maintenant, les lois à densité. Donc, définition. Loi à densité. Donc, x une variable aléatoire réelle. Sur R et de R. Si il existe f fonction positive mesurable, telle que la loi de x et x, c'est f lambda. Lambda c'est la mesure de vec. Alors, on dit que la loi de x admet f comme densité de promesse. Et on écrit dpx, c'est f de lambda. Et donc en particulier, probabilité que x appartienne à A, c'est l'intégrale de f de x d lambda de x sur A. Vous voyez pourquoi? En effet, vous voyez pourquoi on a cette formule? Probabilité de x appartient à A, c'est l'intégrale f de x d lambda de x intégrée sur A. Vous voyez pourquoi? Pourquoi? Parce que là, justement, juste donner une définition, et ça c'est un petit corollaire. Donc pourquoi on a cette égalité? Est-ce que c'est pas la définition en fait, c'est une déduction. Comment on a j'entends rien. Alors, probabilité de x appartient à A, c'est quoi? C'est probabilité x de A. C'est la définition de la loi. N'est-ce pas? Et donc, comme Px c'est f lambda,
Donc ça, c'est l'intégrale de dpx. N'est-ce pas? Et donc ça, c'est f de x de lambda de x sur A. Ce qu'on appelle loi à densité. Théorème de transfert. Vous n'avez pas vu ce théorème? Théorème de transfert. Si? D'accord. Quel que soit phi mesurable, positif, sur R, on a espérance de phi de x, c'est égal, intégrale. Bon, la première définition de l'espérance, c'est phi de x de oméga de p de oméga sur oméga. Donc ça, c'est juste la définition, c'est pas le théorème. Mais le théorème, il dit que ça, en fait, c'est la même chose que phi de x de px. J'intègre par rapport à la loi de x. Et donc j'intègre sur R. Ça fait le théorème de transfert. Comment on démontre le théorème? On prend des indicatrices, des fonctions indicatrices, et on voit que ça marche pour des fonctions indicatrices. C'est-à-dire que si x c'est une indicatrice de A, cette formule, elle marche. Et donc, par densité, on déduit le théorème vrai pour tout variateur mesurable x. Et donc, en particulier, donc les deux théorèmes, ils nous donnent la façon de calculer l'espérance analytiquement. En particulier, l'espérance de x, c'est égal à intégrale x dpx. Et donc, si en plus la loi elle est à densité, donc elle dit, ça m'arrête que je n'écris pas. Si en plus x variable aléatoire à densité f, alors espérance de x, c'est l'intégrale donc de x dpx, c'est l'intégrale de x f de x sur R. Autre chose, donc le théorème de un autre corollaire, le théorème de transfert. Donc on a dit que E de phi de x, c'est intégrale de phi de x de px. Qu'est-ce que vous remarquez? En fait, on remarque que cette intégrale-là, elle ne dépend que de la loi de x. Elle ne dépend pas de x elle-même. Donc ici, espérance de phi de x. Donc ça à son écriture, on peut penser que ça dépend de x. Mais là, ça ne dépend que de la loi de x, que de px. Et donc, en fait, l'espérance de phi de x, elle ne dépend que de la loi de x et elle caractérise la loi. Et donc si x et y ont même loi, si et seulement si E de phi de x égale E de phi de y, quel que soit phi, bon, les positifs continuent. Même continue.
Et c'est une équivalence. Donc en fait, si vous voulez montrer que deux variables aléatoires ont la même loi, x et y, il suffit de calculer le phi de x et de montrer que c'est égal à e de phi de y pour tout phi. Et donc là, vous avez montré que x et y ont la même loi. Vous avez vu la loi normale? Oui? D'accord. Donc, exercice. Exercice. Donc, Z. Puis la loi normale sont très réduite. Donc, c'est quoi la fonction densité de Z? F de x égale 1 sur c'est le phi exponentielle moins 1 demi x carré. Comment? Alors, supposons qu'on sait simuler Z. Comment simuler? Une loi normale, générale, de moyenne f et de variance sigma carré. Donc, trouvez-moi, donc je vous donne z, on sait la simuler. Trouvez-moi une variable aléatoire, z de m sigma, égale à quoi? Tel que m sigma, elle suit la variable, la loi normale, m sigma carré. Je vous laisse le temps pour réfléchir. En fait, il y a deux étapes. Je vous donne d'abord la formule et je vous dis de montrer que ça suit la loi qu'on cherche. Donc on définit z de m oméga, m sigma c'est sigma fois z moins m. Donc montrer que z de m sigma, elle suit la variable normale m sigma carré. Donc deux lois de densité. 1 sur racine de pi sigma exponentielle. Voilà. Exercice.
l'exercice? Quelqu'un peut passer au tableau? En fait, c'est avec cette méthode-là. Et les espérances. Voilà, les espérances. Tu veux passer? C'est facile. C'est facile. Ouais. Non, Non, non. Qui veut passer? Il y en a pour faire vite. C'est qui a réussi à faire l'exercice? Levez la main. Donc, on calcule l'espérance de phi de Z, Zn sigma. C'est l'intégrale sur R de sigma x moins m, donc fois f de x fois dx. L'intégrale sur R, sigma x moins m, sur racine de pi, exponentielle, moins m moins x carré. Donc, changement de variable. Quel changement de variable? Y égale x moins m ou le plus m? X moins. Vous avez x moins m? X plus M. X plus m. Oui, Donc, intégrale sur R, sigma. Donc le x il devient y moins m. Donc y moins m, fois exponentielle, moins x il devient y moins m. Au carré sur 2. En fait, sur sigma. Donc la fois sigma. Racine Fois sigma ou la fois sigma? Racine de sigma. Racine de sigma. Non, juste sigma. Vous devez avoir juste diviser ou la fois sigma? Non. Donc, tout ça. D'accord, essayons d'abord juste avec ça. Voyons. Et le dx c'est quoi? C'est dy. Très bien. Alors, donc c'est intégrale sur R, sigma y, exponentielle moins sur un sigma y, exponentielle moins y moins m au carré sur 2 sur racine de pi moins 2m sigma sur racine de pi intégrale exponentielle moins y moins m au carré sur 2 y. Et ça vaut quoi? Elle va continuer. Ça diverge. C'est quoi sur R? Là, ça diverge pas.
Sur R, Sur R plus. on va définir sur R. La loi normale est définie sur R tout entier. Donc, Adi, vous faites quoi avec un plus bon nombre? Sur R, mais il est nul sur R. Espérance 2. تقريبا pas vraiment. Tu parles de quel terme? Le premier terme ou le second terme? Le deuxième est ici. Il faut quoi? L'espérance de trouver x d'arrêt. Mais il n'y a pas x d'arrêt. C'est l'intégrale de la densité. C'est quoi l'intégrale de la densité? L'intégrale de la densité sur l'espace tout entier. C'est 1. L'intégrale que vaut intégrale sur R de 1 sur racine de pi sigma, sigma égale 1, exponentielle moins x moins r au carré sur 2. Qu'est-ce que je vois de la quantité? Il vaut 1. Il y a le poids de la variable aléatoire. Donc c'est 1. Donc, et bien voilà, donc après, je vous laisse faire les calculs. Donc avec le deuxième terme, on va s'en débarrasser facilement avec la astuce. Ou avec le second terme, vous allez remplacer, faire un changement de variable pour faire apparaître le sigma matrice. Donc z égale y moins m sur sigma. Z égale y moins m sur sigma, vous l'improvisez, vous continuez les calculs et vous allez tomber sur E de phi d'une variable normale m sigma k. Je ne sais pas ce que c'est clair. On va qualifier TD, donc vous pouvez le continuer en TD. Alors, loi usuelle. Bon, loi usuelle, vous connaissez. Juste la loi normale, la loi uniforme. La loi uniforme est à quelle densité? Si on prend une loi uniforme, une loi uniforme sur D. D inclus dans R. C'est quoi la fonction densité de la loi uniforme? 1 sur mesure. D'accord, c'est ça. F de x, c'est 1 sur mesure de D, soit. C'est quoi la densité? Donnez-moi la formule complète de la densité à la fois qu'on a la densité de l'aura uniforme. Qu'est-ce qu'elle vaut? Voilà. Et la densité en x, c'est 1 sur la mesure de d fois. Pardon? Fois quoi? C'est pas une mesure, c'est une fonction. Densité donc. Ah, tu vois. La loi uniforme. Donc, R. Donc, vous prenez un D. Un D va être un intervalle. La loi uniforme, c'est. Donc, elle va, si vous prenez un point au hasard, il va être quelque part ici. Donc, ils ont la même probabilité, ils ont la probabilité 0. Quelle est la probabilité que la loi uniforme sorte de D? C'est 0. Ou la probabilité qu'elle soit à l'intérieur,
C'est 1 sur la mesure, donc c'est L'indicatrice. indicatrice x appartenant à D. Voilà. C'est clair? Indépendance des variables aléatoires. Donc x1, c'est des variables aléatoires, mesurables, donc sur R, dans les de R, sont indépendants si, quel que soit B1, B2, Bn dans les R, la probabilité que x1 appartient à B1 et x2 appartient à B2 et xn appartient à Bn égale, vous avez vu l'indépendance des variables aléatoires? C'est exactement, c'est le produit. Produit, donc x appartient à B de A à N. C'est normal, par exemple, la température de cette salle-là, elle est indépendante de la température de l'Inde. Donc la probabilité que cette température appartient à l'intervalle 10-15 et la salle de l'Inde appartient à l'intervalle 20-55, c'est le produit, parce que les deux sont indépendants, il n'y a aucune relation. Alors, propriété, si x indépendant de y, il y a la notation de l'indépendance, alors E de xy, c'est E de x, E de y. Comment on démontre ça? Pas vraiment, avec ma liste logique. En fait, c'est par densité. Vous allez le faire pour des indicatrices, pour x indicatrice et y indicatrice. Donc x c'est 1 indicatrice de A, et y indicatrice de B, et A et B voilà, sont des éléments de choix. Et donc, donc ça va être justement cette formule-là. Et donc c'est la même chose. Et donc après, par densité, vous allez étendre à n'importe quelle fonction x. Alors, un autre point, c'est variance de x plus y. C'est variance de x plus variance de y. En effet, alors la variance de x, c'est l'espérance de x moins e de x au carré. C'est aussi l'espérance de x carré moins espérance de x au carré. Et donc, variance de x plus y, vous pouvez l'écrire et vous utilisez la linéarité d'espérance de cette formule-là, et vous allez aboutir à la variance de x. Une autre propriété, c'est que variance de n fois x, c'est n carré fois variance de x. Alors, maintenant, on va énoncer le théorème fondamental, donc le plus grand théorème de ce cours, c'est la loi des grands nombres, et on va la démontrer. La loi des grands nombres. Alors, théorème, loi des grands nombres.
Donc, xi. Donc, id. Alors maintenant, on comprend ce que c'est id. Id, c'est indépendant identiquement distribué. Donc, indépendant, on a vu l'indépendance. Identiquement distribué s'ils ont la même loi. Donc, xi, id, tel que. Donc, intégrale, tel que espérance de x1 est finie. En fait, espérance de x1, c'est la même chose que espérance de x2, parce que c'est indépendant, ça ne dépend que de la loi. C'est pour ça que j'ai écrit x1. Alors, 1 sur n, somme des xi, i de 1 à n, ça converge vers espérance de x, s, espérance. Ça, la loi de l'indépendance. Est-ce que x dépend de x? Pardon? X. J'ai pas compris. Par exemple, si je veux calculer l'espérance de x1 puissance n, est-ce qu'elle est égale à l'espérance de x1 puissance n? Non, c'est pas ça. Alors, l'espérance de. Alors, espérance de phi de x, théorème de transfert. C'est intégral de phi de x de px. Donc, espérance de x carré, c'est intégral de x carré f de x dx, dx à densité. Donc ça, c'est pas du tout égal à l'intégrale de x f au carré. Donc, l'inégalité de Markov, vous avez déjà vu? Donc, inégalité de Markov. Quelqu'un peut dénoncer l'inégalité? Alors déjà, vous devez avoir x une variable aléatoire positive. Ah, oui. Vous voulez dire quelque chose? Alors, donc vous avez A positif. Alors, la probabilité que x plus grand que A est inférieure à l'espérance. Quelqu'un peut vouloir démontrer? Essayez de démontrer excellent. Vous voulez... Yalla, intégrale x de oméga sur oméga. Et c'est jusqu'à arriver à on va essayer de mettre en place des indicatrices.
C'est quoi? C'est l'indicatrice. C'est l'espérance de l'indicatrice. Donc essayez de trouver l'indicatrice. بدات الاسبيرونس هكذا ديال ديال شوف انت واش قريتو Plus bon. هي الدونسيتي Parce que ولا اف عندهم دونسيتي là, tu peux annuler si je gagne à la réponse. C'est très bien, vraiment. C'est effet positif. C'est exactement. Donc, il y a le thématique très important. Donc, intégral. Très bien. Le bachef. Voilà. Qui est égal à ça. C'est correct. Pour que tout le monde suive. Alors, merci, effectivement, donc on commence par le côté, l'espérance de x. C'est intégrale x de oméga de oméga. Alors x il est positif. Par exemple, inversement x. Donc x il est positif. Alors, que vaut x par rapport, si on compare x à x indicatrice de x grand 1. C'est qui est plus grand, ça ou là ça? X plus grand. Parce que x il est positif. Pourquoi on a introduit l'indicatrice d'où est source? En fait, la probabilité de x plus grand que 1, c'est l'espérance de l'indicatrice x plus grand que 1. Donc il faut faire sortir de l'indicatrice x plus grand que 1. Donc, une méthode, c'est de dire que x est plus grande que x fois indicatrice x plus grand que 1. Parce que x est toujours positif. On a dit x s'annule lorsqu'on n'a pas la condition. Et donc, par positivité d'intégrale, par croissance d'intégrale, ça c'est plus grand que x de oméga, indicatrice x plus grand que 1, de oméga dt de oméga. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors, adna x de oméga est indicatrice x plus grand que 1 de oméga. Donc, si on n'est pas dans cette condition x plus grand que 1, c'est nul, donc c'est égal à 0. Sinon, si on est dans cette condition de x plus grand que 1, et de x, il est plus grand que 1, n'est-ce pas? Donc ça, c'est plus grand que intégrale sur oméga de 1, indicatrice x plus grand que 1, dt. Et qui est égal à espérance de indicatrice x plus grand que 1 et probabilité x plus grand que 1. Bien. Commençons l'inégalité de Diemenet-Chebyshev. L'inégalité de Diemenet-Chebyshev. Ici, x variable aléatoire qui compte, pas forcément positif.
probabilité que x moins e de x plus grand que a, c'est inférieur à variance de x sur a carré. Comment on fait pour démontrer ça? Juste avec Markov. Excellent, au carré. Donc, la probabilité, c'est la probabilité de ça au carré plus grand que a au carré. Et on prend pour grand x un a au carré. Et donc, ça va nous faire espérance de x moins e de x au carré qui est la variance. Et voilà, et donc c'est tout. Et on a ici a carré parce que ici c'est a carré. On a tout levé au carré. Alors, un autre lemme. Lemme de Borel-Cantelli. On passe aux choses sérieuses. Lemme de Borel-Cantelli, c'est quoi? C'est on prend une famille d'ensembles mesurables et on suppose que somme de probabilité de AN elle est finie, n de 1 jusqu'à l'infini. Qu'est-ce que ça peut nous dire, vous prenez une somme infinie et ça vous fait une somme finie. Chaque élément, c'est une probabilité donc entre 0 et 1. Et la somme, elle est infinie et vous avez quelque chose de fini. Donc, en fait, presque sûrement, à partir d'un certain rang, on n'aura pas un n. Donc, c'est ça le Borel-Cantelli. La somme de probabilités est finie. Et donc, à un certain moment, on n'aura plus de AN. On aura le complémentaire de AN. Presque sûrement. Donc, alors, presque sûrement, on a le complémentaire de AN à partir d'un certain rang qui est aussi aléatoire. C'est-à-dire écrit mathématiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que probabilité qu'il va exister le cas, le rang cas, à partir duquel, quel que soit n plus grand que A, on a le complémentaire de A. N égale à 1. La probabilité de cet événement est à n. Alors, essayons de démontrer un Borel-Cantelli. Preuve. La probabilité, on va l'écrire. Donc, lorsqu'on dit il existe, c'est l'union. Probabilité de l'union, K plus grand que 1, quelle que soit cette intersection. Intersection n plus grand que K. AN complémentaire égale à 1. On veut montrer ça. Alors, on va montrer l'opposé. Donc, on va montrer que l'union, l'intersection K plus grand que 1, de l'union 1 plus grand que K, AN, c'est égal à 0. Très bien. Alors, cette probabilité-là, on est d'accord que lorsqu'on fait des intersections d'événements, la probabilité d'intersection est inférieure à la probabilité de chaque événement. Donc ça, c'est inférieur à la probabilité de l'union n plus grand que n à n, n'est-ce pas? Parce que on a pris tous ces éléments, toutes ces unions, on a fait l'intersection. Donc, si on prend pour un cas particulier, l'intersection va être incluse. Elle est incluse dans donc la probabilité est inférieure. Et donc ça, c'est inférieur à le reste de la série numérique. N de n jusqu'à plus l'infini de P de AN. Parce que la probabilité de l'union est inférieure à la somme des probabilités. Je ne sais pas, est-ce que tout le monde suit ou là, vous avez des questions? C'est quoi grand N?
soit grand n. Soit grand n entier. Assez grand. D'accord? Donc c'est pour tout n. Si on tend grand n vers l'infini, elle va aller vers quoi? La somme, elle est finie. Lorsqu'on a une série numérique finie. Donc le reste, elle va tendre vers 0. Donc ça va tendre vers 0. Et donc Hadi est égal à 0. Donc, parce qu'elle ne dépend pas de. Je ne sais pas ce que c'est clair la démonstration. Alors, je vois la démonstration de la loi des grands nombres. Peut-être que vous allez faire un cours des probabilités plus tard. Je doute fort que vous allez voir la démonstration des grands nombres. Donc, c'est une belle occasion. Essayez de vous concentrer encore un petit peu. Donc, théorème de la loi du grand nombre. Donc, on se donne des clés x, i, b, l'espérance finie, et on veut montrer que 1 sur n, somme des x i de A à n, va tendre vers le l'espérance de x. D'accord. Alors, on va prendre un cas particulier. C'est un x1 qui est positif. Enfin, on va prendre un x qui est positif. Ben, les x sont positifs. Supposons. Alors, donc, notons Sn, c'est 1 sur n, somme des x égale à n. Donc, on veut montrer que Sn moins mu, elle tend vers 0. C'est ce qu'on veut démontrer. Alors, si on essaie d'appliquer au début, on va essayer de voir si on peut appliquer Chebyshev. Si on arrive à, par exemple, si on écrit le fait de Sn moins mu, cette probabilité-là, inférieure à 1 sur 1. Supérieure à 1 sur 1. Alors, je montre Sn, je note juste somme, donc ça c'est sur n. Sur n. Donc ça c'est en fait inférieur par bien-aimé de Chebyshev à. Donc c'est la variance de Sn sur n, donc c'est variance de Sn sur n sur 1 sur n au carré. N'est-ce pas? Donc, on fait sortir le 1 sur n. Et j'ai pas fait d'erreur. Donc 1 sur n au carré, elle a 1 sur n au carré, variance de Sn. Variance de Sn, c'est quoi? Donc, vous vous rappelez la formule de la somme des variables indépendantes? La variance de la somme des variables indépendantes, c'est la somme des variances. Donc ça, c'est la somme des variances de x. Ils ont tous la même variance. Donc c'est n fois variance de x. On va supposer aussi que variance de x est finie. En fait, cette démonstration, je vais vous faire la démonstration dans un cas plus ou moins simple, variance finie, x positif, pour commencer. Donc, on n'a pas réussi à trouver quelque chose parce que on aimerait bien appliquer un algorithme continu.
la somme, vous voyez bien qu'elle ne converge pas vers 0, qu'elle est infinie. On n'a pas quelque chose de... Donc c'est pas la bonne méthode. Pourquoi on a choisi pour le 1 sur n? Parce que si on arrive à montrer que la probabilité, par Borel quand elle est, la probabilité elle est finie, la somme des probabilités est finie, alors on aura le complémentaire de ça à partir d'un certain rang. Et donc, Sn sur n moins mu inférieur à 1 sur n à partir d'un certain rang, tu tends n vers l'infini et tu as la convergence. C'est une astuce. Le qui n'a pas marché. On pourrait imposer une position alpha ou bêta, et donc pour éviter simplification de 1 sur n. Après, on tend n vers l'infini. C'est une méthode, mais vous pouvez la tester après et vous allez voir, vous allez vite être bloqué. En fait, le fait d'introduire n, ça a un pas avec cette méthode. En fait, essayons au lieu de n carré. En fait, à chaque fois qu'on va augmenter n, le power of n, il y a quelque chose dans le dénominateur. Essayons maintenant au lieu de n carré. Il m'a fait démonstration. Voilà, je pouvais très bien vous écrire la démonstration dès le début, mais c'est pas l'intérêt, c'est que test and try. Donc, l'axe, il faut encore monter plus. Regarde. Si on calcule Sn carré sur n carré moins mu plus grand que 1 sur n carré. C'est quoi dit par bien les multipliés? Donc, inférieur à variance de Sn carré sur n carré sur 1 sur n4. Donc, et ça, c'est le 1 sur n carré, il va être sortir en power, donc il va être dit. Donc, c'est variance de Sn carré, plutôt il y a n. Laissons avec le n mec, et voilà, laissons avec le n. هذا هو اللي نكبروا la puissance ديالو. C'est ce que tu avais dit avant? Ah, c'est une très bonne idée. Donc elle a dit elle est plus lisible. Racine de n c'est un peu difficile de manier. Mais bravo, très bonne astuce. Donc il y a 1 sur n carré. Et donc, on aura 1 sur n4 sur 1 sur n carré fois n fois variance de Sn carré. Variance de Sn carré, c'est n fois variance. C'est n carré. Donc, variance de Sn carré, c'est quoi? C'est la somme des xi de 1 à n carré. Donc, c'est n carré, variance de x. Et donc, avec le n est là fort, on aura 1 sur n carré, le n carré, donc on aura variance de x. Ah. Avant, on avait n variance de x. Maintenant, ça s'approche, on a juste variance de x. Toujours, la somme, elle n'est pas finie. Donc, poussons l'ordre plus loin. Essayons n à puissance 4. Donc, c'est-à-dire, elle ne marche pas. Pardon? واش كاين une erreur هنا؟ n à puissance 4 اللي تخدم. Je sais pas واش 3 تقدر تجربها مي باسكو خصنا لا سوم كونفيرج. إذا كانت عندك لا سوم ديال 1 sur n ne va pas converger. خصك une somme qui converge pour utiliser des points comptés. Un des le N4, vous allez voir. Alors, probabilité de Sn4 sur N4 moins mu plus gros que 1 sur n. Inférieur à
Donc vous faites les calculs, du coup, 1 sur n carré variance de x. Ah. Et donc, la série, elle converge. Il y a M3, 1 sur n. Donc la série, elle converge. Or, somme 1 sur n carré, elle est finie. Donc, la somme des probabilités que Sn à la puissance 4 sur n à la puissance 4 moins mu plus grand que 1 sur n, c'est-à-dire 1 sur n, elle converge. Donc, par Borel-Contelli, on aura le complémentaire de ça à partir d'un certain nombre. C'est ce qu'on veut. Donc, par Borel-Contelli, on aura presque sûrement Sn à la puissance 4 sur n à la puissance 4 moins mu, elle est inférieure à 1 sur n, presque sûrement. Donc, elle dit ça tend vers 0. Donc, Sn à la puissance 4 sur n à la puissance 4 moins mu, elle tend vers 0. On n'a pas encore terminé. Sn à la puissance 4, on veut Sn. D'accord. Alors, le final, soit n. Avec le n, on peut très bien le mettre, mais un k à la puissance 4 et un k plus 1 à la puissance 4. Donc, Sn, mais plutôt un pas soit k. Avec le k, on peut très bien le mettre n à la puissance 4 et n plus 1 à la puissance 4. Donc, n de Sk, il est inférieur à S n plus 1 à la puissance 4. Imagine, Sn à la puissance 4. Très bien. Alors, Sn sur Sk sur K, il est inférieur à Sn plus 1 à la puissance 4 sur K. Donc, qui est inférieur à Sn plus 1 à la puissance 4 sur le K est supérieur à 4, à 1 4. Et ça, c'est égal à n plus 1 sur n à la puissance 4, Sn plus 1 à la puissance 4 sur n plus 1 à la puissance 4. Attends. Et ça tombe vers quoi? Ça tombe vers mu. Donc, la limite sub de Sk sur K, je n'ai pas parlé de limite parce qu'on n'a pas montré que ça converge. Donc on va utiliser une limite supplémentaire, limite 1. La limite sub de Sk sur K, elle va tendre vers mu. Faisons la même chose de l'autre côté pour avoir la limite 1. Alors, est-ce qu'il est supérieur à
Sn à la puissance 4. Donc Sk sur K, comme K il est inférieur à n plus 1 à la puissance 4, donc c'est supérieur à n plus 1 à la puissance 4. Et donc ça c'est n sur n plus 1 à la puissance 4, Sn4 sur n4, et ça tombe vers mu. Donc, la limite inf de Sk sur K, c'est égal à mu. Donc, limite sub de Sk sur K égale limite inf de Sk sur K égale mu. Donc, Sk sur K converge et tombe vers mu et on termine. C'est joli la démonstration. Hein? Théorème central limite. Après, je vous pas faire théorème central limite ou notre petite partie. En fait, le théorème central limite, هو اللي كيعطينا القيمة كلها لا loi normale. C'est un théorème très fort qui vous dit que si vous prenez xi pi b, donc la même loi de probabilité et de variance finie, alors si vous prenez la somme, donc xi égale à m, vous enlevez la moyenne, vous multipliez par racine de n, alors ça va converger vers, en loi, vers la loi normale de variance sigma carré. Donc, si on divise par sigma, on peut très bien avoir la loi normale fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, si vous prenez n'importe quelle loi de probabilité, vous prenez un échantillon et vous calculez la moyenne. Avec la moyenne, ça va se comporter comme une loi normale. Et donc, c'est pour ça que la loi normale est partout présente. C'est lorsqu'on somme des petites quantités aléatoires, on les moyennise et ça fait une loi normale. Et la convergence en loi, c'est la convergence les fonctions de répartition exactement, et bien les confidentialités, les intervalles de confidentialité. De confiance. De confidentialité. Les intervalles de confiance. Et donc, la probabilité idéale racine de m somme des xi à m sur n moins mu sur sigma. La probabilité qu'elle soit maintenant inférieure avec le quantile inférieur à 1,96. Le quantile de la loi normale est le quantile à 95%. Donc, c'est la même chose, c'est à peu près la même chose, il y a la probabilité d'une loi normale, qui sont très réduites, inférieure à 1,96. Et où 95%. Mais je cherche une intervalle de confiance, c'est-à-dire à probabilité de 95%, on a la somme qui est, c'est en valeur absolue. Voilà, c'est en valeur absolue. La somme qui est entre moins 1,96 et 1,96. Donc ça sert à. Voilà. Parce que
la loi des grands nombres, c'est comme une estimation de l'espérance. Donc elle ne donne pas l'intervalle de confiance. D'accord, j'ai mon estimation. Mais de combien je suis loin de la réalité. À l'intervalle de confiance, il vous donne aussi la précision. Ce qui est très important. Donc chez LH, on parle de réduction de variance. En fait, mu, et donc ça va impliquer que le mu qu'on essaie d'estimer, le mu qu'on cherche, il va être entre xn bar, donc xn bar c'est juste la moyenne empirique, moins 1,76 sigma sur racine de n, et xn bar plus 1,96 sigma sur racine de n, avec proba de 95%. C'est-à-dire qu'on sait, avec probabilité de 95%, que la quantité qu'on essaie d'estimer est mu, elle figure dans cet intervalle. Notre estimation Monte Carlo xn bar, et c'est l'écart. Et donc l'écart, vous voyez, c'est du sigma. Et donc, je vais la variance réelle. Je vais la précision qui est là, donc l'intervalle est plus réduit. Et donc, l'estimation Monte Carlo, on peut la faire confiance. Si sigma est grand, on ne peut pas vraiment faire confiance à l'estimation Monte Carlo. Donc, c'est pour ça qu'il y a des méthodes de réduction de variance. Un tout dernier point, c'est la dernière partie du cours, c'est la modélisation financière. Donc le mouvement brownien géométrique, d'où il sort, c'est quoi son intuition, parce que vous avez fait des projets, une formule qui fait peur, peut-être qu'on ne sait pas d'où ça vient. Donc une petite intuition serait la bienvenue. Il reste 15 minutes de temps de faire ça. D'accord, donc la formule qui inclut le cours, c'est donc un trouble XT, un prix d'actif. XT, c'est un prix d'actif, actif financier. Un prix d'une option, ou une action boursière, ou d'une maison, etc. Et vous avez une formule X0, exponentielle, sigma dt plus mu moins sigma carré sur 2 côté. D'où ça sort ici. En fait, il y a l'intuition. C'est que, alors, au début, vous êtes ici fait instant t, votre actif il vaut xt. Après, vous êtes en t plus h. Après un pas de temps h, votre prix d'actif, la valeur de votre actif, elle va changer. Comment elle va changer? Là, on choisit comme modélisation de dire qu'elle aura une partie déterministe, donc un drift, et une partie stochastique, donc un mouvement brownien. Par exemple, les prix des maisons, on sait que, par exemple, une région donnée, par exemple Fkaza, Fkaza par exemple, etc. Donc, les prix des maisons, ils ont la tendance haussière. On peut l'estimer, on peut prendre l'ensemble de l'échantillon historique et de mesurer la croissance. Donc, c'est déterministe. Mais, si vous achetez une maison indienne, ça ne va pas forcément, après un moment, ça ne va pas forcément valoir le point là. Parce qu'il y aura des parties stochastiques. Peut-être que votre maison n'est pas bien ensoleillée, ou là, le voisinage n'est pas bien, ou là, voilà, donc, donc il y aura la partie stochastique comme ça. Et donc, le rendement, on parle de rendement. Le rendement, on va xt plus h moins xt sur xt. Le rendement donc, c'est une partie déterministe, donc mu fois h,
donc mu fois t plus h moins t il y a mu fois h, plus une partie stochastique, donc sigma, fois bt plus h moins bt. Et donc sur xt. Un dBT, donc c'est un mouvement brownien. Un mouvement brownien, c'est quoi? C'est quelque chose qui fait comme ça. C'est-à-dire que il est c'est du martingale, donc accroissement infini. Vous allez voir ça après, dans 2 ans peut-être, ou dans 3 ans. Mais comment on construit ça? Donc vous commencez de 0, et après, vous avancez avec la loi normale. Donc en fait, pour simuler de mouvement brownien, B0 c'est 0, B, T sur N, c'est T sur N fois une loi normale, puis B, 2T sur N, bon, c'est avec le BT sur N qu'on a obtenu à l'étape précédente, plus une autre loi normale, T sur N, qui est indépendante de cette loi, etc. Et donc, si on écrit ça avec le formalisme des équations différentielles stochastiques, SDE, Stochastic Differential Equation, on arrive à cette formule. dxt sur xt, c'est mu dt plus sigma dbt. Et comme solution à cette équation différentielle stochastique, on a ce qu'on appelle le mouvement brownien géométrique. C'est une solution à cette équation, c'est l'unique solution en partant de x0. Et une bonne propriété de cette modélisation, c'est que le x il reste toujours positif. Si vous essayez de modéliser votre actif juste avec un mouvement brownien, il peut arriver à des valeurs négatives. Donc ça, on n'aime pas. Avec le mouvement brownien, il est toujours positif, donc avec l'exponentiel positif, x0 positif. Donc, voilà, c'est tout pour ce cours. Donc il y a des exercices complémentaires TB pour bien assimiler dès que j'ai gardé toutes les notions, etc. Et voilà, je vous souhaite très bonne continuation. Voilà, merci pour votre attention. Pardon? Le P ou le mouvement brownien. Le mouvement brownien, c'est un processus. BT, T positif, c'est une collection de variables aléatoires. C'est-à-dire que en 0, vous commencez de 0, c'est la variable éternelle. Après, vous avez sur chaque instant, vous avez une variable aléatoire. Et donc, le mouvement brownien a une propriété magique qui est que vous prenez n'importe quel voisinage autour de 0, le mouvement brownien il va s'annuler infiniment de fois fait de voisinage, presque sûrement. Et c'est un mouvement erratique. Et alors que dès que les fonctions à variation finie, classiques, habituelles, fonctions dérivables, fonctions absolument continues, fonctions croissantes, n'ont pas cette capacité de modélisation, ils sont à variation finie, à variation infinie. Donc voilà.